Bonjour à tous. Eh bien, quelle gymnastique intellectuelle vous allez devoir subir. En quelques secondes, passer de tous ces problèmes européens et de politique européenne à la génétique, aux connaissances du génome, à l'infiniment petit, il va falloir vous accrocher. Mais on va s'accrocher ensemble et ça va bien se passer, en tout cas j'espère. Sinon, vous levez le doigt, mais ça ne changera rien, je vais quand même continuer. Voilà, sur la petite invitation qui introduit cette journée, ce colloque ici à Orsay, il y a un verset qui est tiré du livre de Job et qui dit « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu l'éprouves à tout instant ?» Et j'aimerais prolonger par un autre verset, parce que Job, c'est un livre de la Bible que j'affectionne particulièrement. Pour moi, Job était un grand scientifique. Un incroyable scientifique. C'est vrai qu'on utilise souvent le livre de Job pour parler de souffrance. Mais essayez de trouver aussi Job qui parle de science. Lui qui a été le premier, bien des siècles avant Galilée et d'autres, à parler du poids de l'air. Et de pas mal de données scientifiques qu'on a découvert il y a quelques siècles. Donc Job, un scientifique. Et donc Job, qui à un autre moment, donc au chapitre 12, qui nous dit la chose suivante, et il s'adresse encore à nous aujourd'hui, « Interroge donc les bêtes, elles t'enseigneront, les oiseaux, et ils te l'apprendront, ou parle, et c'est plutôt Dieu à travers Job qui dit ça, ou parle à la terre, elle t'enseignera, les poissons de la mer te le raconteront, qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela. » Et donc il y a là un appel à la science, un appel à la connaissance, un appel à la sagesse, et ensuite à déduire les bonnes choses. Et donc c'est ce que j'aimerais faire un petit peu avec vous durant les prochaines minutes qui vont nous occuper, et vous parler justement de l'harmonie du génome. Alors il y a 4 ans et demi, j'étais déjà venu vous parler à la journée régionale d'Île-de-France, c'était le 16 avril 2016, et le thème de la journée c'était l'intelligence du vivant. Pour ceux qui étaient présents, peut-être vous vous rappelez que j'avais effleurer un petit peu le sujet de l'épigénétique et l'hérédité au-delà de l'ADN, en parlant très brièvement de la merveilleuse partition d'orchestre du génome. Alors le sujet aujourd'hui, et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Dominique qui a choisi ce titre, mais j'en suis très content, c'est l'harmonie du génome. L'harmonie du génome. Alors on va devoir commencer par des définitions. D'un côté, définir ce qu'est ou ce que pourrait être l'harmonie, et d'un autre côté aussi définir ce qu'est le génome. Et c'est là où au niveau gymnastique intellectuelle, nous allons souffrir ensemble. Alors, harmonie, c'est relativement facile, parce qu'il suffit de prendre un dictionnaire, vous ouvrez le Petit Larousse, c'est ce que j'ai fait. Je me suis connecté sur Internet au Petit Larousse. Et puis, on a 4 définitions concernant l'harmonie qui vont aller dans un sens ou dans l'autre, selon que l'on va parler de personnes, de choses ou même d'états. Par exemple, c'est la qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses éléments et de leur adaptation à une fin. On va parler de l'harmonie de l'univers. Ou c'est par exemple une parfaite harmonie entre l'expression et la chose exprimée, ou un rapport heureux entre les parties d'un tout. Et puis la dernière concerne un petit peu plus les personnes. Donc harmonie, on a un petit peu une idée de ce que ça pourrait être. Et par exemple, ici, rapport heureux entre les parties d'un tout. C'est ce que j'aimerais voir un petit peu avec vous. Est-ce que par exemple, il y a un rapport heureux entre les parties d'un tout au niveau de ce qu'on appelle le génome. Mais c'est quoi le génome? Eh bien le génome, là aussi, avant de vous parler du génome, on peut au niveau harmonie, on peut chercher des synonymes. Là aussi, c'est pas très dur, Larousse est là pour nous aider. Et donc les synonymes, ce serait par exemple équilibre, ordonnancement, pondération, cohérence, concordance, homogénéité, unité, économie même, et puis des contraires. Quelque chose qui nous montrerait clairement qu'il n'y a pas d'harmonie, ce serait notamment le chaos, la confusion, le désordre, la dissonance, le déséquilibre, etc.
Voilà un petit peu pour poser les choses du côté de l'harmonie. Maintenant, si on va voir du côté du génome. Toujours Larousse, je suis biaisé dans mes recherches au niveau des définitions, mais le Larousse nous dit au niveau du génome que c'est l'ensemble du matériel génétique, c'est-à-dire des molécules d'ADN d'une cellule. Je vous passe les détails sur qu'est-ce qu'une cellule, mais nous sommes tous constitués de cellules, de milliards, de dizaines de milliards de cellules. Ce sont les composants de base de notre corps. D'accord ? Et à l'intérieur de chacune de nos cellules, de presque toutes de nos cellules, nous avons de l'ADN, puisqu'il est fait état d'ADN. Acide désoxyribonucléique pour les biochimistes ou ceux qui veulent connaître les choses dans le détail. Tout être vivant contient de l'ADN, que nous soyons animal, plante, être humain, bactérie. Et l'ADN des êtres vivants est apparemment semblable. Voilà, dans ce tube à essai, de l'ADN. Ça ressemble à des filaments. À un moment donné de la division cellulaire, puisque bien sûr vos cellules ne vivent pas éternellement, vous avez des cellules qui meurent et d'autres qui se régénèrent, il y a donc des cellules qui se divisent dans votre corps alors que nous parlons. Eh bien, à un moment donné de la division cellulaire, nous pouvons observer les ADN, vos molécules d'ADN à l'intérieur d'une cellule sous la forme de chromosomes. Et donc, c'est ce que vous avez sur cette photo. Au microscope, bien sûr, ce sont des paquets colorés, vous voyez. Ce sont des chromosomes constitués d'ADN et bien sûr aussi de pas mal de protéines autour. Alors, bien sûr, ces chromosomes, on peut les regarder, il faut se dire, ce sont comme des volumes d'encyclopédie. Et puis, on pourrait maintenant, moi, quand je faisais ma thèse à l'école polytechnique à Zurich, j'avais une fille qui était dans le bureau d'à côté, qui faisait sa thèse spécialement sur les chromosomes. Elle s'amusait à faire des photos comme ça, enfin, elle s'amusait, c'était son boulot, faire des photos comme ça, et ensuite à découper et à comparer les chromosomes, à les mettre ceux qui ressemblaient l'un à côté de l'autre, pour obtenir ce qu'on appelle un karyotype. Un karyotype qui va permettre notamment de détecter des anomalies chromosomiques. Vous connaissez certainement la trisomie 21, qui se caractérise par la présence de 3 chromosomes 21. Ici, donc vous avez un karyotype qui est équilibré, XY, donc il s'agit d'un homme, et donc voilà le karyotype. Mais ça, c'est pas ce qu'on trouve à l'intérieur d'une cellule. J'ai dit, ce qu'on voit à l'intérieur d'une cellule, à un moment précis, c'est plutôt cette forme-là. Donc, il n'y a pas d'ordonnancement. J'aimerais vous montrer une autre façon de voir l'ADN. Je vais vous présenter, donc là, c'est un génome humain. D'accord ? Et là, vous avez des dizaines de milliers de génomes de harengs. Pourquoi du hareng ? C'est parce que c'est ce qu'on utilise au laboratoire, dans certains cas, pour des expérimentations. Ça, c'est un flacon d'ADN de hareng que j'utilisais pendant ma thèse et que j'ai retrouvé dans mon tiroir à la maison. Donc j'ai pris une photo. Voilà des dizaines de milliers de génomes de hareng. Alors on peut se poser la question, avec ces différentes photos que je vous ai montrées, mais où est l'harmonie ? Y a-t-il une harmonie ? Quand on regarde ce génome de hareng, on a l'impression d'un mouchoir en papier qui s'effiloche. Ça ne semble pas très harmonieux. Ça ressemble plutôt à du chaos ou du désordre. Mais on ne va quand même pas s'arrêter là. Avant de conclure de façon précipitée, on va fouiller un petit peu le sujet. Donc on a dit que le génome, finalement, est constitué de la molécule d'ADN. Donc on va aller voir un petit peu en détail. Et pour ceux qui étaient là il y a 4 ans et demi, je vais me répéter un petit moment pour juste poser les bases biologiques nécessaires pour aller de l'avant. Parce qu'on va plonger. On va plonger non pas dans le vide, mais dans l'infiniment petit. Donc notre molécule l'ADN, comme elle constitue notre génome, c'est de l'information codée. Notre génome représente l'encyclopédie complète et suffisante de la vie, donc ça va coder pour toutes les instructions du vivant,
Et c'est finalement les recettes de cuisine de la vie, d'un organisme vivant. Donc c'est de l'information codée. Donc grâce à l'ADN, on va pouvoir stocker cette information qui va faire que je suis aujourd'hui ce que je suis, grâce à mon ADN, mais aussi à mon environnement, bien sûr. Et puis, ce qui va permettre aussi une réplication. Parce que les cellules qui se divisent dans mon organisme, même en ce moment, elles ont besoin de savoir comment elles vont devoir travailler. Donc, elles ont besoin de recettes de cuisine. Eh bien, c'est sur la molécule d'ADN. C'est dans mon génome. C'est écrit. Donc de l'information codée, qui n'est pas codée avec, comme notre alphabet français, avec un système qui se base sur des lettres de A à Z, mais simplement avec 4 lettres génétiques, A, T, G, C. Relativement simple. Très simple même. Alors, ces blocs, ces lettres génétiques, sont organisés ou sont écrits sur la molécule, ou à l'intérieur de la molécule d'ADN. Si on regarde de près, finalement notre molécule d'ADN, c'est une suite de ce qu'on appelle les nucléotides, qui sont les lettres génétiques. Donc au lieu d'avoir du ABC, etc., et de faire des mots avec ces ABC, eh bien là, ce sont des choses écrites avec ATCG, donc ça peut être AATT, etc. Et donc notre brin d'ADN, finalement, est composé comme ceci, si je regarde juste la moitié d'un brin. Et il y a bien sûr un brin complémentaire, puisque A va toujours s'associer avec T, et G va toujours s'associer avec C. Alors ça, c'est une petite colle pour vous. Ça veut dire que si A s'associe toujours avec T, et C s'associe toujours avec G, j'ai un système de réplication, donc de photocopie très rapide, mais parfait. Parce que ça va toujours me reproduire la même molécule que celle que j'avais au départ. Ça, c'est une première chose qui est déjà pas mal. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le séquençage de l'ADN, dont vous entendez certainement parler dans les médias, eh bien, c'est ni plus ni moins de déterminer la séquence des lettres génétiques qui se trouvent sur un fragment d'ADN, voire même sur un génome complet. Le génome humain, par exemple. Et donc, depuis la découverte de la structure de la molécule d'ADN en 1953 par Watson et Crick, on a cessé d'essayer d'améliorer les outils d'investigation pour avoir accès non seulement à la molécule d'ADN, mais notamment aussi à la compréhension de cette molécule d'ADN. Comment l'information est codée sur cette molécule d'ADN et ce qu'elle représente aussi, cette information. Et donc les technologies d'étude et d'analyse de l'ADN ont bien évolué, et donc les technologies aussi qui permettent le séquençage de l'ADN ont beaucoup évolué. Du temps où moi je faisais ma thèse à Zurich, on utilisait encore de la radioactivité, et j'arrivais à lire, j'étais content si au cours d'une nuit je faisais une expérience et le lendemain matin j'arrivais avec, j'avais une quinzaine de pistes sur mon espèce de gros gel avec peut-être 200 à 300 lettres génétiques par piste que je devais lire ensuite à la main. Eh bien aujourd'hui les outils nous permettent de faire des choses qui sont complètement révolutionnaires. Je peux lire l'ensemble du génome humain en moins d'une journée, ce qui correspond à 3 milliards de lettres. Et pour un coût qui n'a cessé de baisser, le premier génome humain ayant été séquencé en 2003 pour la modique somme de 3 milliards, nous arrivons aujourd'hui à être, ça c'était 1000 $ en 2014, et aujourd'hui c'est de l'ordre de 5 à 600 €, on peut dire. Donc des découvertes qui vont permettre non seulement de voir les choses différemment, d'expérimenter différemment, mais surtout qui constituent des nouveaux outils d'investigation qui ne nous étaient pas donnés jusqu'à présent. Et qui vont laisser percevoir des choses qui jusqu'à présent on ne connaissait pas. Donc l'ADN, je vous ai dit, c'est une molécule, et donc c'est de l'information. Alors sur cette molécule d'ADN, il y a des gènes. Alors le concept de gène devient de plus en plus confus au fur et à mesure qu'on avance dans notre connaissance de l'ADN, du gène, des régions codantes, etc.
Mais il faut, clairement, si on veut essayer de faire une parallèle, c'est en quelque sorte une recette de cuisine. Un gène est une recette de cuisine. Une recette de cuisine que l'on pensait relativement importante, parce qu'on s'est dit, pour un être humain, pour que l'on puisse constituer un être humain, bien, on devrait avoir beaucoup de recettes de cuisine. Et là, on a été étonné, c'est que les premiers résultats lors du séquençage du génome humain, eh bien, ont montré que finalement, on n'a pas beaucoup de... On a de l'ordre un peu plus que 20 000 gènes, qui sera la base de l'être humain. Ce qui représente moins de 2% du génome total. Alors là, surprise, qu'est-ce que le reste? Qu'est-ce que le reste? Une majorité de l'ADN, se disait-on, se compose de séquences non codantes et donc non importantes. Oh, ça doit être des restes au cours de notre longue évolution et donc on l'a appelé pendant longtemps l'ADN poubelle ou junk DNA. On s'imaginait pendant pas mal d'années que finalement ces recettes de cuisine, ces gènes positionnés sur la molécule d'ADN et qui étaient écrits par une séquence de lettres génétiques, et le nombre de lettres génétiques à l'intérieur d'un gène peut être variable, eh bien on s'imaginait que chaque gène codait pour une protéine. On a vu au cours du temps que finalement c'est en partie vrai, mais ce n'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire qu'un gène peut coder même pour plusieurs protéines, plusieurs variants de protéines. Et donc c'est là où ça devient un petit peu complexe. Pourquoi? Ce qu'on a appris aussi à voir, donc je vous ai mis quelques exemples là, par exemple la lactase, on a un gène qui détermine la séquence d'ADN à l'origine de la protéine lactase, ou collagène, myosine, etc. On a aussi une caractéristique assez particulière au niveau de l'ADN, c'est que des gènes peuvent être dans un état on ou off. Ce qui va permettre aussi qu'à partir du même génome, vous allez pouvoir faire une cellule intestinale, dont la fonction va être de digérer, ou une cellule nerveuse, dont la fonction va être bien, de vous aider dans votre état de réflexion actuel, qui devrait déjà être pas mal avancé quand on discute de génétique. Donc un état on ou off. Et donc, alors que toutes les cellules d'un individu, je viens de le dire, contiennent exactement la même information génétique, ce ne seront pas les mêmes gènes qui vont être allumés ou éteints selon la destination ou la différenciation de la cellule. Alors comment ça fonctionne? Comment ça marche? Le 6 juin 2000, il y a une conférence de presse conjointe entre Tony Blair et Bill Clinton pour annoncer des premiers résultats du projet séquençage du génome humain. Et il y avait une première étape qui était la réalisation de 90% du génome qui était séquencé. Alors pourquoi ça a fait grand bruit? Eh bien oui, parce qu'un des enjeux de connaître le génome humain, donc de séquencer, donc de lire la séquence des nucléotides, des bases, des lettres génétiques sur un génome humain, on s'est dit, si on connaît ça, on va pouvoir beaucoup mieux connaître beaucoup de choses sur l'être humain. À la fois pour essayer de traiter certaines anomalies, maladies, mais aussi prévoir certaines choses, et peut-être pouvoir soigner aussi. Et donc, pourquoi? Parce que c'est vraiment la molécule à la base de la vie. C'est l'encyclopédie du vivant. Et donc Bill Clinton a dit la chose suivante, aujourd'hui, donc le 6 juin 2000, nous apprenons la langue dans laquelle Dieu a créé la vie. Et donc une première découverte étonnante a été, en termes de résultats du projet génome humain, c'est que finalement nous avons peu de gènes. Par rapport à d'autres organismes vivants qui sont plus petits que nous et que nous pensons beaucoup moins intelligents ou capables avec leur capacité de faire des choses, eh bien 20-25 000 gènes, ça nous donne quand même un coup à notre ego d'être humain. Mais bon, c'est comme ça. Et donc,
les gènes ne représentent qu'une toute petite partie du génome. Et ça, c'est une grande question. Et on va voir quelques résultats, pourquoi et qu'est-ce que le reste de ce génome. Alors le génome, il faut bien comprendre, je vous ai dit, à l'origine de la vie. Le génome, c'est vraiment lui qui contrôle des processus biochimiques. Je ne sais pas si certains ont étudié un peu la biochimie ou la biologie à l'école, mais je me souviens toujours de ce tableau, cet immense tableau qu'on avait en poster dans les salles de biologie, où il y avait un petit peu toutes les voies métaboliques, dans tous les sens, avec tous les différents produits. Et là, je vous ai fait juste une petite capture d'écran, c'est bien sûr beaucoup plus grand. Aujourd'hui, vous avez accès à ces données-là sur Internet. Donc si vous tapez voie métabolique, ça doit être sur le serveur suisse expasi.ch, vous avez ça sans aucun problème et c'est très instructif. Donc le génome contrôle des processus biochimiques, comme par exemple toutes ces voies métaboliques. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est qu'au niveau du génome, et on se dit, c'est qu'en accédant au génome, on va pouvoir comprendre, trouver la façon dont finalement la nature, les êtres vivants, fabriquent, produisent certaines choses. Donc ça va nous donner de comprendre ces choses-là, et peut-être même de les utiliser nous en tant qu'êtres humains. C'est notamment tout le domaine de la biomimicrie ou bio-inspiration. Et ce qui est assez bluffant, c'est que quand on regarde par exemple les structures naturelles produites par les organismes du vivant, eh bien, sur les quelques 90 éléments stables disponibles sur la Terre, les structures naturelles vont en utiliser guère plus de 6, alors que nos produits industriels vont en utiliser une bonne cinquantaine. Tout à l'heure, on parlait harmonie, économie. Eh bien voilà, là, on voit que la nature sait faire des choses de façon très économique. Avec en plus, la nature produit dans des conditions douces, en consommant peu d'énergie et sans générer d'effets polluants. Eh oui, elle va vous produire des fibres optiques à température ambiante, sans produire de polluants. Et des fibres optiques qui vont être même plus performantes que celles que nous avons aujourd'hui. C'est assez étonnant. Donc voilà, une chose que le génome réalise dans certains organismes vivants, et même en nous, c'est clairement de produire dans des conditions douces. Donc accéder au génome, c'est accéder à une partie de l'information et apprendre à connaître comment ça se goupille. Alors le génome, on a vu, contrôle des voies métaboliques. Ça contrôle aussi des interactions. Et vous avez là une carte d'interaction des protéines, de quelques protéines. On n'a listé que 2300 protéines de Drosophila melanogaster, c'est la petite mouche du vinaigre, que les cuisinières n'aiment pas beaucoup, en tout cas mon épouse elle n'aime pas. Et donc ça c'est la carte interactive d'interaction entre les protéines. Dans le vert, ce sont les interactions à l'intérieur du noyau de la cellule. Dans le bleu, c'est au niveau du cytoplasme de la cellule, et dans le jaune, c'est extracellulaire. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'interactions entre les protéines. Et ça, une des bases de tout cela, c'est le génome. C'est le génome. Alors, il est impossible de représenter toutes les interactions, sinon ce serait que du noir. Tellement il y en a. Mais ça nous dit donc combien le génome est important. Tout cela, il y a quelques décennies, on ne le connaissait pas. Et donc on réalise que face au génome, eh bien, plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais pas. Alors, je ne vous ai pas mis ici d'auteur, parce que je ne sais pas vraiment, est-ce que c'est Galilée, est-ce que c'est Einstein, est-ce que c'est d'autres? J'arrive pas à trouver la source exacte, mais bon, c'est pas grave. Ou Socrate même, certains oui, mais j'ai pas trouvé de choses vraiment absolues là-dessus. Moi je veux bien mettre Socrate, si vous le dites, il n'y a pas de problème. Enfin, toujours est-il que c'est quelque chose que l'on peut expérimenter. Et qu'on est en train d'expérimenter à vitesse grand V avec toutes les connaissances au niveau scientifique et notamment les connaissances au niveau du génome. Alors une des grandes questions que moi je me pose et que peut-être pas mal peuvent se poser, c'est comment décrire et expliquer le vivant et son origine avec une connaissance partielle.
Eh oui, si on n'a pas toute la connaissance, on va avoir du mal à vraiment décrire les choses. Et surtout, je m'interroge comment finalement des théories qui ont été élaborées au moment où les connaissances au niveau de la cellule étaient complètement différentes, comment est-ce qu'on peut encore les accepter aujourd'hui si elles nous semblent plutôt abracadabresques? Au moment de Huxley et Haeckel, donc c'est-à-dire aussi au moment de Darwin, la cellule était connue pour être un simple globule homogène. Donc on n'avait aucune connaissance des chromosomes à l'intérieur, du matériel génétique. Mendel avait commencé de faire ses expérimentations sur ses poids, mais il n'était pas vraiment bien vu parce que ça ne collait pas trop avec ce que d'autres disaient. Enfin bon, c'était un peu controversé. Et donc la cellule, un simple globule homogène, avec à l'intérieur, je sais pas, on avait une espèce de soupe et c'est tout. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la cellule, c'est une véritable usine miniature, avec à l'intérieur un noyau qui est vraiment la tête pensante, c'est vraiment le centre administratif de tout le reste de l'usine, où il y a, pour le reste de l'usine, il y a des petites centrales électriques, et puis il y a tout ce qu'il faut pour produire des chaînes de production qui sont extrêmement efficaces. Et plutôt que vous faire un grand dessin et de vous décrire ça pendant pas mal de temps, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous faire plonger justement à l'intérieur de la cellule et puis qui va vous montrer finalement comment les instructions génétiques fonctionnent. Parce que finalement, on parle d'information. Mais si vous avez, par exemple, dans une usine, vous souhaitez produire quelque chose, ok, les bureaux des différents ingénieurs ont les plans de montage pour la pièce en particulier. D'accord, mais il faut que le bureau qui a ces plans puisse transmettre aux chaînes de montage le plan. Et il faut lui dire aussi la quantité, etc. Et à partir de quand, pendant combien de temps. Et donc il faut qu'il y ait de l'information qui soit transmise. Mais il faut que l'information, donc si par exemple cette molécule d'ADN doit aller, qui est dans le noyau, doit aller maintenant ici dans cet espace de production, donner de l'information, si elle sort du noyau, il n'y aura plus l'information. Donc il y a un véritable système de photocopie qui se fait, extrêmement performant et très rapide, qui va envoyer les recettes de cuisine depuis le noyau dans cet espace et qui va faire finalement que les protéines vont se constituer et vont se fabriquer comme des petits colliers de perles. Alors, j'espère que ça fonctionne. Presque toutes nos cellules contiennent un ensemble complet de tous nos gènes. Le génome. Si nous pouvions voyager à l'intérieur du noyau d'une de nos cellules, nous y découvririons 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome est composé d'une longue spirale d'ADN. Si tous les chromosomes étaient déroulés, l'ADN dans une seule de nos cellules formerait un mince fil de près de 2 mètres de long. La double hélice d'ADN contient 4 composants. A va de pair avec T et C avec G. Grâce à son code à 4 lettres, l'ADN contient l'information requise pour fabriquer toutes les parties de notre corps. Chacun de nos milliers de gènes code pour une partie spécifique. L'ARN polymérase transcrit l'information comprise dans les gènes sous la forme d'une molécule de transport. C'est la photocopie. Les composants de l'ADN et de l'ARN messager s'appellent des bases. Les bases sur un brin d'ADN spécifient l'ordre des bases sur le nouveau brin d'ARN messager. L'ADN reste toujours à l'intérieur du noyau, mais l'ARN messager, lui, quitte le noyau pour se rendre dans le cytoplasme. Là, une machine à fabriquer des protéines, le ribosome, lie l'ARN messager pour créer une protéine précise. Chaque 3 bases de l'ARN messager codent pour un acide aminé. Les protéines sont faites d'acides aminés.
L'ARN de transfert aide à traduire le langage de l'ADN et de l'ARN en langage des protéines. Les molécules de l'ARN de transfert apportent les acides aminés au ribosome qui les assemble pour former une protéine. Les protéines sont nos bâtisseurs. Plusieurs forment des structures comme les tendons et les cheveux. D'autres perçoivent la lumière, les sensations et les saveurs, alors que certaines contrôlent les réactions chimiques et transmettent des messages entre les cellules. Pour comprendre notre monde moléculaire, les scientifiques ont lu les 3 milliards de lettres qui composent l'ADN du génome humain. Différents ensembles de gènes, interagissant avec des facteurs environnementaux complexes, influencent notre apparence, notre personnalité et nos risques face aux maladies telles le cancer et les maladies du cœur. Plus nous comprendrons nos gènes et leur fonctionnement, plus nous serons en mesure de comprendre la complexité et la beauté de la vie. Voilà, alors, hop. Voilà, maintenant vous êtes devenus des experts en génétique, en génomique. Vous savez toutes les bases. On a vu un petit aspect. Et donc on s'aperçoit avec cela, comme c'est à la base de la vie, on s'aperçoit que notre génome, qui contient toutes ces recettes de cuisine de la vie, est quelque chose de complexe. Mais on a l'impression que c'est simplement une suite de lettres. Hein, c'est comme ça que ça nous est présenté d'ailleurs, et c'est vrai, c'est pas faux. Mais on va s'apercevoir dans la suite de l'exposé que notre génome est une entité dynamique, que le génome est un véritable système d'exploitation et que le génome fonctionne en 4 dimensions. Alors c'est là qu'il faut s'accrocher. Les 4 dimensions de notre génome. Bill Gates disait que l'ADN est comme un programme d'ordinateur, mais de très loin plus avancé qu'aucun logiciel jamais créé. Et c'est vrai qu'on peut comparer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ADN et ce qui est fait au niveau des ordinateurs. Alors on peut prendre, c'était un papier il y a quelques années, 2010, dans PNAS, donc quand même un journal assez prestigieux au niveau scientifique. Il y avait justement la comparaison entre ce qui est fait au niveau d'Escherichia coli, donc une petite bactérie, et puis le système d'exploitation Linux. Et donc vous avez des choses, une représentation graphique de cette comparaison. Et vous voyez des choses qui semblent relativement similaires. Vous avez d'un côté donc Linux, avec le point de départ et ça descend, et puis vous avez E. coli, donc la bactérie Escherichia coli, avec là aussi les instructions de base et ça descend. Alors ça nous semble relativement semblable, mais il y a quand même des différences. Des différences, c'est que finalement, à partir de très peu d'instructions de départ, de quelques instructions intermédiaires, Escherichia coli est capable de produire beaucoup d'instructions et de contrôler beaucoup d'instructions finales. Et donc de produits au final. Alors que dans notre système d'exploitation Linux, à partir d'un nombre relativement élevé d'instructions de départ, il faudra une foultitude d'instructions intermédiaires pour produire quelques produits finaux. Donc une différence qui nous montre que finalement, comparé à Linux, Escherichia coli est beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant. Ça nous met déjà un coup, enfin ça nous met, moi j'ai pas contribué à Linux, mais tous ceux qui se sont lancés dans la programmation et ces choses-là, ça peut leur dire, même malgré leurs compétences, on s'aperçoit qu'ils sont encore bien loin de ce qui se passe simplement dans une simple bactérie, toute simple. Alors certains se sont intéressés à modéliser ce qui se passe dans une bactérie. Et pour faire les choses relativement simples, à l'aide d'ordinateurs, on a pris une bactérie avec un faible nombre de gènes. Mycoplasma genitalium, 525 gènes, apparemment l'une des bactéries les plus simples existant. Et donc, pour modéliser un petit peu ce qui se passe au niveau du cycle cellulaire et de la division cellulaire, il a fallu 128 ordinateurs en parallèle qui ont tourné pendant 9 à 10 heures.
juste pour modéliser une petite partie de ce qui se passe dans cette bactérie, avec seulement 525 gènes. Alors c'est sûr que à cette époque, puisque c'est déjà un papier qui date de 2012, les ordinateurs n'étaient pas aussi performants que les ordinateurs d'aujourd'hui. Mais simplement, ça nous montre que l'informatique, même si elle va progresser, j'en suis sûr, elle va faire des progrès considérables, en fait, mais l'informatique a bien du mal à égaler ou ressembler à ce qui se passe de façon quasi naturelle dans une simple petite bactérie. Alors je pense que là, quand on regarde ce qui se passe à la fois ici dans Mycoplasma genitalium, dans Escherichia coli, mais de façon plus générale, même dans le monde du vivant, les connaissances qui sortent de toutes ces études vont complètement bouleverser le monde de l'informatique, de la programmation. Et on va le voir tout à l'heure aussi du stockage. Parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement performant, c'est tellement efficace que bien sûr, oui, il faut aller voir, comprendre et puis surtout copier, parce qu'on arrivera à faire, on arrivera à faire des choses beaucoup plus conséquentes. Alors, au niveau du stockage d'informations, j'ai dû louper. Ah oui. Non, dans les 4 dimensions, pardon, de notre molécule du génome, nous avons bien sûr la première dimension, qui est une dimension relativement simple, c'est la dimension linéaire. La molécule d'ADN, elle vous a été présentée jusqu'à présent par quoi? Une suite de lettres sur l'information et le génome, une suite de lettres sur la molécule d'ADN. Donc c'est sûr, la molécule d'ADN, avec sa séquence de base, est une première dimension. Donc voilà une première dimension de l'information que vous avez. Enfin non, vous n'avez pas cette information, vous. Enfin, ça m'étonnerait. Alors vous pouvez essayer de trouver pourquoi. Hein. Vous pouvez commencer à lire et essayer de savoir à quoi cela correspond. Et c'est vrai, on compare l'ADN à un livre, ou notre génome à un livre, et l'ADN à un support de stockage de l'information. Bien oui, c'est de l'information. Et ça, c'est de l'information sur cette région-là. J'ai rêvé pendant des années, j'ai travaillé pendant des années pour essayer de trouver et résoudre cette problématique-là. C'est ni plus ni moins la région qui est responsable de la croissance des cornes chez les bovins. Et donc, réussir à sélectionner des bovins sans cornes, donc de croiser par exemple des angus qui sont sans cornes de façon naturelle avec des charolais, et essayer de ne retenir ou de faire de façon plus rapide des charolais sans cornes, c'était un des enjeux. Ou même d'aller dans les élevages, parce que j'en ai fait quelques élevages en France et aussi à l'étranger, où il y avait des veaux qui naissaient de façon spontanée avec une mutation, donc une anomalie dans leur génome, qui fait que finalement ils n'avaient pas de cornes. Eh bien on voulait utiliser ces animaux-là dans les programmes de sélection, et en utilisant des connaissances ADN, donc des marqueurs ADN pour sélectionner cette partie du génome de façon plus rapide, on aurait fait des progrès au niveau de l'élevage beaucoup plus rapidement. Alors maintenant c'est fait, ça se fait, mais on a passé pas mal de temps à fouiller ces aspects-là. Donc une région chromosomique sur le chromosome 1 bovin qui détermine la présence ou l'absence de cornes. Alors vous voyez, on a l'impression d'être dans un livre gigantesque de 3 milliards de lettres. Et pour vous donner une idée vraiment de la grandeur, de l'étendue de ce livre, eh bien vous pourriez commencer à lire votre génome, et si vous lisez à la vitesse d'une lettre par seconde, vous le faites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous allez mettre plus de 100 ans pour lire votre génome. Alors une lettre à la seconde, c'est peut-être pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Donc le génome, c'est quand même une encyclopédie gigantesque, mais qui est à l'intérieur de chacune de vos cellules. 3 milliards de lettres à l'intérieur de vos cellules. Et donc qui est présent d'une façon compactée. Donc ça, vous connaissez maintenant. Vous avez vu que ça doit pouvoir se compacter. Et pour que ce soit à l'intérieur du noyau d'une cellule, eh bien, il faut que ça se compacte de façon conséquente. Compacter 3 milliards de lettres sur un espace aussi petit que le noyau d'une cellule, c'est pas donné à tout le monde.
Et c'est là où justement ce génome fait rêver tous ceux qui ont des problèmes avec le stockage de l'information. Ou le stockage de livres, de bibliothèques, qui est aussi de l'information. Et donc, quand vous voyez cette molécule d'ADN, 2 nanomètres de diamètre, 1,70 m à 2 mètres de longueur, concentrée dans le noyau du cellule, eh bien, vous vous mettez à rêver en tant qu'ingénieur informaticien, en tant qu'électronicien, en tant que bibliothécaire, à tout niveau, en tant que cinéaste, en tant que producteur de disques durs, vous vous mettez à rêver. Et vous vous dites, eh bien voilà, si je pouvais aujourd'hui utiliser l'ADN comme support de l'information, je gagnerais beaucoup, beaucoup de place. Et j'aurais plus besoin de pellicules, de DVD, de cloud ou même de clés USB. On stockerait sous la forme de l'ADN, ça augmenterait la qualité du stockage, ça augmenterait la durée et la capacité de stockage des films. Et donc par exemple, vous avez ici le premier film, Le Voyage dans la Lune, qui a été produit, c'était un film de science-fiction produit en 1902 par Georges Méliès, et c'était un film de 14 minutes. 14 minutes, la bobine, je dois regarder mes notes pour vous dire, elle fait 257,56 m de longueur. D'accord ? Eh bien, certains laboratoires, enfin un laboratoire en particulier, s'est amusé à prendre ce film et puis à stocker l'information contenue dans ce film, donc toutes les images et tout cela, mais à le stocker sous la forme d'ADN. Et ils ont pris 1 million de copies de ce film et voilà ce que ça représente. Donc juste pour vous montrer, 1 million de fois une bobine de 257,56 m, c'est ça l'enjeu, eh bien vous arrivez à le faire tenir dans un petit tube à essai sans aucun problème. Il y a d'autres choses en ce moment qui sont en train de se... Donc c'est un grand enjeu actuellement de réussir à stocker l'ADN, de stocker l'information sous la forme d'ADN, et après de réussir à le relire. Ça c'est un autre enjeu encore de relire. Mais bon, c'est... Donc, si vous comparez ce qui est fait au niveau de l'ADN par rapport à une pellicule, il n'y a pas photo. Par rapport à un DVD, là aussi, l'ADN à température ambiante, vous pouvez le conserver pendant plusieurs milliers d'années, et vous avez une densité d'informations par millimètre carré qui est inégalée, sur un espace vraiment très petit. Il y a d'ailleurs une compagnie qui, ce matin, se targuait de... Ah oui, juste encore pour vous faire rêver, si l'on pouvait stocker les bobines de films de cinéma sous la forme d'ADN, on peut commencer à le faire, eh bien tous les films qui ont été produits depuis 1900 pourraient tenir dans ces 3 briques de Lego. Et vous voyez, ça, c'est pas les Duplo, hein, là. C'est pas les Lego Duplo, hein, pas les gros, les petits, là. Donc ça vous donne une idée de la puissance du système. Et donc il y a une firme qui ce matin se targuait d'avoir levé plus de 10 millions de dollars de capitaux pour pouvoir continuer ses travaux. Et une première expérience qu'ils ont fait, ils ont pris Wikipédia, mais bien sûr la version anglaise de Wikipédia, qui est quand même conséquente, et ils ont pris toutes les informations à l'intérieur de Wikipédia en anglais, et ils l'ont stocké sous la forme d'ADN. Et voilà ce que ça donne. Et ça tient largement entre 2 doigts. Hein. Vous voyez cette petite tache jaune sombre là ? Voilà. Wikipédia en anglais, sous la forme de l'ADN. Donc ça nous montre que nous avons en nous un système de stockage de l'information qui est le plus puissant au monde. Jamais inégalé. C'est unique. C'est unique et c'est pour ça que beaucoup maintenant cherchent à imiter ces choses-là. Donc finalement au niveau de la première dimension, on est assez bluffé. On est assez bluffé par la performance, par l'économie à toute échelle et donc par l'harmonie, on peut dire, qui existe à ce niveau-là. Alors passons quand même à la suite, parce qu'on a dit 4 dimensions, on en a encore 3 à faire. La deuxième dimension, c'est ce qu'on peut appeler un réseau interactif. Je vous ai déjà parlé d'interaction, mais de protéines tout à l'heure, hein, pour la mouche du vinaigre. Alors, un réseau interactif, je pense que l'exemple premier que l'on apprend, ou l'un des exemples premiers que l'on apprend
lors de nos études, c'est ce qui se passe avec l'opéron lactose. Ce qui a valu le prix Nobel, entre autres à François Jacob, Jacques Monod et André Loff en 1965. Pour vous expliquer brièvement, on ne va peut-être pas aller dans tous les détails, mais vous avez ici la molécule d'ADN avec différents gènes. LAC1, P c'est un promoteur, O c'est un opérateur, LAC Z, LAC Y, LAC A. Et ce système de gènes, enfin ce système de plusieurs gènes ensemble, est intéressant parce qu'il va permettre de réagir à la présence ou non de lactose dans l'environnement. S'il y a du lactose, il faut faire quelque chose, et donc il faut que les gènes de structure ici puissent s'exprimer. Ils ne s'expriment que si sous O, l'espace sous O n'est pas occupé. On va essayer de le faire simple. Vous voyez qu'actuellement, là, c'est occupé. Alors, ce qui se passe, c'est que justement par un répresseur. Donc, s'il y a un répresseur, eh bien, ces gènes ne vont pas s'exprimer. Donc, il n'y aura rien qui se passe. Par contre, s'il y a du lactose dans la cellule, vous voyez le lactose qui va être transformé en allolactose, qui va se fixer à ce répresseur. Eh bien, s'il y a du lactose, ce qui va se passer, c'est que ce répresseur, au lieu d'aller se fixer sous le point O, il va rester comme ça. Ça va être inactivé. Et donc, il y aura bien expression du lactose, enfin des gènes LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Donc, un système d'interaction relativement simple. Ça, c'est encore tout simple. Hein. Mais vous avez donc une possibilité de réagir, et de réagir non pas seulement de façon qualitative, plus-moins, mais de façon aussi quantitative à ce qui se passe autour de vous. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer une chose relativement simple. Alors, on a commencé, bien sûr, en lisant le génome humain, mais aussi d'autres génomes d'organismes vivants, on a commencé à s'intéresser, je vous ai dit, comme les gènes ne forment que 1,5% de l'information totale, ou du génome, on s'est dit, mais que représente tout le reste ? Et donc, il y a eu un projet qui a été lancé en 2012, qui s'est appelé le projet ENCODE, et qui cherchait justement à trouver, mais pourquoi, y a-t-il une fonction particulière à tous ces ADN qui ne sont pas, on appelle des ADN codants, donc qui ne sont pas des gènes. Enfin, il y a encore, c'est un petit peu tordu parce qu'il y a des gènes qui sont codants et des gènes qui sont non codants. Mais bon, donc voilà, est-ce qu'il y a une fonction à ce qu'on a appelé pendant longtemps le junk DNA, l'ADN poubelle? Et l'une des surprises, ça a été, ah oui, ce qu'on appelait ADN poubelle jusqu'à présent, eh bien, en fait, ce n'est pas de l'ADN poubelle et ça ressemble à une table de mixage qui sert de mixage pour toute l'expression des gènes un peu partout dans le génome. Et donc, on a commencé à trouver aussi des choses assez succulentes. Et là aussi, on ne va pas aller dans tous les détails, mais juste vous montrer, par exemple, en plus des gènes, là vous avez 1, 2, 3, je crois qu'il y a 8 gènes qui sont ici représentés par des boules jaunes. Eh bien, ces gènes vont être surrégulés ou sous-régulés, donc ça veut dire qu'il y aura une production supérieure ou inférieure de ces gènes, selon des interactions avec des petits bouts d'ADN qu'on appelle des micro-ADN, qui seront produits par le génome, mais justement produits par le génome à des endroits qu'on croyait ADN poubelle auparavant. Et donc vous avez ces petits ARN, ces micro-ARN, et vous avez toute une liste, pour un gène, vous avez toute une liste de micro-ARN qui va venir justement interagir avec ce gène pour le faire, le booster ou le réprimer. Donc un contrôle relativement fin, c'est vraiment comme une table de mixage, vous voyez, où vous avez possibilité de moduler un petit peu différentes composantes, différentes sorties, un petit peu comme vous voulez. Donc des choses impressionnantes au niveau des interactions. Il y a aussi, je vous ai dit tout à l'heure, un gène, une protéine. On s'est aperçu que, eh bien non, ça ne marche pas, c'est pas aussi simple que ça, mais non. Vous avez votre molécule d'ADN,
Et les gènes, il y a des bouts de l'information qui sont appelés exons, parce qu'ils vont être ensuite traduits, et ça va être, c'est ce qui va aller choisir, enfin ce qui va se faire lire pour sélectionner les acides aminés qui vont composer les protéines. Et puis entre ces exons, vous avez ce qu'on appelle des introns, et qu'on croyait là aussi ne servir à pas grand-chose. Mais on s'est aperçu qu'à partir d'un même gène, finalement ces différents exons, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien ils ne seront pas forcément tous présents sur la molécule, la photocopie au final, qui va être traduite, donc transformée en protéines, mais que par exemple dans ce cas-là, oui, il y aura tous les 5, mais ici il y aura 1, 2, 3, 5. Et le 4 a été enlevé. Et ça va donner donc une protéine différente. Donc ces exons sont utilisés de façon modulaire. Mais comment sont faits les choix? Eh bien là, on s'aperçoit aussi qu'il semble y avoir un code de l'épissage alternatif, un code d'épissage qui est présent un petit peu, alors à chaque fois, quelques bases avant dans l'intron ou quelques bases après l'exon. Donc ici que les petites régions flanquantes eh bien, sont tout à fait pertinentes pour dire eh bien, dans ces conditions-là, à ce moment-là, eh bien, il vaut mieux ne pas faire cet exon, ne pas prendre cet exon, mais passer directement au suivant, ce qui va nous faire produire une autre protéine. Donc des mécanismes vraiment très particuliers qui vont permettre de moduler. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire la taille de l'exon? Alors, on a vu la molécule d'ADN, le diamètre c'est 2 nanomètres. D'accord? Et nous, c'est 10-9. Voilà, on prend 1 millimètre, on le coupe en 1 milliard de fois. Donc c'est du petit ça. C'est vraiment, et ça se passe en ce moment à l'intérieur de vos cellules. Il y a des milliards de mécanismes comme ça qui sont en train de se dérouler dans nos cellules. Est-ce que c'est observable? C'est traçable. C'est traçable et observable, oui, parce que ce que l'on peut faire, c'est que, comme l'ADN, c'est une suite de lettres. La façon dont on peut le regarder, c'est qu'on peut ajouter certaines lettres ou ne pas les ajouter. Et donc on verra ce qui se passe. Donc ça veut dire que c'est observable au niveau de la lettre. Donc on peut l'observer au niveau de la lettre. Par le séquençage. Le séquençage permet d'observer. Le séquençage va nous dire la suite des lettres. Donc ça, il n'y a aucun problème. On va lire exactement ce qui se passe. Donc, une deuxième dimension qui se trouve au niveau interaction. Une troisième dimension, bien sûr, ça va être la 3D. Donc ça va être dans l'espace, dans le volume. D'accord? 3 dimensions. Donc on a vu ici que nos chromosomes, eh bien ça n'existe pas dans la cellule. Enfin, c'est juste à un moment très particulier. Mais normalement, ça n'est pas présent dans la cellule. On a vu que c'était compacté. Et la façon dont notre ADN est compacté, c'est qu'il est enroulé autour de certaines protéines, qu'on appelle des histones, qui vont l'aider à se compacter, recompacter, recompacter, pour former finalement des sortes de chromosomes. Alors on s'imagine les chromosomes comme ça, ou on vous les représente comme ça, mais en fait non. Dans la cellule, on n'observe pas ça, mais dans le noyau d'une cellule, on observe cela. Et donc on s'aperçoit que les chromosomes, c'est finalement un territoire ou un morceau de territoire du noyau qui est bien particulier et bien donné, bien défini. Et vous voyez, sont numérotés les différents chromosomes humains dans le noyau de cette cellule. Alors un territoire avec une zone de transcription active, donc ça veut dire qu'il y a à l'extérieur une zone du territoire, une zone de transcription active, c'est là où vont se faire les photocopies. Et oui, parce qu'il faut dire au reste de la cellule ce qu'elle doit produire. Donc il y a une zone active en périphérie, et puis à l'intérieur, là où c'est très compacté, eh bien c'est moins accessible,
Donc là, c'est une zone qui n'est pas active. C'est une zone sans transcription. Et donc les chromosomes vont être organisés de façon non aléatoire dans le noyau de la cellule. Enfin, ces paquets, ces zones, ces territoires de chromosomes sont organisés de façon non aléatoire. C'est pas comme ça par hasard, non? Parce qu'il faut que ce soit bien structuré, bien équilibré. Et donc, on s'est souvent dit, quand on étudiait les données du génome humain, et même nous, moi j'ai travaillé sur le génome bovin pendant pas mal d'années, que les gènes sont répartis sur la molécule d'ADN de façon complètement aléatoire, au hasard. Puis quand on regarde ça d'un peu plus près, et même on s'intéresse à certaines voies métaboliques, et puis on se dit, oui, tout doit être de façon aléatoire, il n'y a pas vraiment d'ordre, si on regarde. Et sur la première dimension, c'est vrai. Mais maintenant, si on commence à considérer à l'intérieur du noyau comment les gènes sont répartis, des gènes qui font partie d'une même fonction, ou une fonction similaire, d'une même voie métabolique, bien ils semblent former des clusters. Je vais vous expliquer cela par un petit graphique qui est tiré d'une publication de 2014. Là. Donc là, vous avez les différents chromosomes. Vous avez différents gènes qui sont impliqués dans une voie métabolique, donc qui semblent impliqués dans une chaîne métabolique. Il faut que l'un produise pour que l'autre soit ensuite activé, etc., etc. Apparemment, c'est réparti de façon aléatoire. Mais maintenant, si on regarde au niveau spatial dans le noyau, eh bien on voit qu'avec les territoires chromosomiques présents pour chaque chromosome, eh bien finalement tous ces gènes se retrouvent regroupés ensemble au niveau de l'espace. Et ça, c'est assez bluffant. Comment savent-ils qu'ils doivent être ensemble? Il y a une conformation qui se fait. Donc, il n'y a pas seulement, le génome ne donne pas seulement l'ordre des bases et donc les recettes de cuisine de la vie, mais c'est aussi un petit peu comme un échafaudage qui permet de construire une structure 3 dimensions qui va tenir la route pour que finalement les bons endroits de certains chromosomes soient proches des bons endroits d'un autre chromosome, enfin d'un territoire chromosomique. Donc ça commence à être assez particulier. Et puis en plus, ce qui est important, vous avez vu que la photocopie, elle doit sortir de la cellule à un moment donné. Donc il faut que les zones actives de transcription de certains territoires chromosomiques soient aussi pas trop loin des pores nucléaires, parce qu'ils vont pouvoir, ces photocopies, ces ARN vont pouvoir sortir de ces pores pour aller justement être lus dans le cytoplasme de la cellule. Tout ça, c'est de l'infiniment petit, et ça fonctionne. Sinon, on ne serait pas là cet après-midi. Alors, on va continuer. On va continuer parce que on n'a pas vu encore les 4 dimensions. Mais il y a déjà une autre chose qui est assez ahurissante. Si on récapitule, donc notre ADN, 2 nanomètres de diamètre, ça va se compacter avec des protéines, d'accord, pour se compacter un petit peu plus grand. Là, on va être au niveau des territoires chromosomiques, enfin un début des territoires chromosomiques, 1 micromètre. Ensuite, 2 micromètres presque au niveau du noyau de la cellule. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces territoires chromosomiques, non seulement ils sont proches des uns des autres selon une structure bien organisée, mais aussi ils infèrent quelque peu avec une structure laminaire présente sur la paroi du noyau. Et donc ils vont s'accrocher et utiliser ça comme justement pour poser les échafaudages. Ça va? Vous arrivez à suivre? Ah, c'est une gymnastique un peu particulière. Oui, ça donne le vertige. Alors, est-ce que c'est présent aussi? Là, on parle de l'être humain. Mais si on regarde, par exemple, chez le riz, eh bien, le riz, c'est la même chose. Vous avez des territoires chromosomiques, et puis vous avez des interactions entre différents chromosomes. Et puis, vous voyez ici une représentation graphique de comment, finalement, certains morceaux de la molécule d'ADN vont former des loupes, donc, pour que finalement d'autres endroits puissent être proches les uns des autres, ce qui va permettre des interactions qui vont justement faire que certains gènes qui doivent être proches les uns des autres vont être proches, et ce qui va déclencher des chaînes de réaction.
Vous me suivez? Alors, la quatrième dimension, parce qu'il y a une quatrième dimension. En tout cas, aujourd'hui, on pense qu'il y a une quatrième dimension. Il y en a peut-être une cinquième à venir, à découvrir. Mais la quatrième dimension, c'est relativement simple, c'est le temps. C'est-à-dire que toutes ces trois dimensions précédentes que je vous ai décrites, elles peuvent et elles vont subir des modifications au cours du temps. D'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, par exemple, que... je crois que j'ai un exemple là, oui, voilà. Alors, on voit peut-être pas bien, mais... ça veut dire qu'au cours du temps, avec un effet de l'environnement, vous allez pouvoir changer l'expression de certains de vos gènes. Une étude qui a été réalisée, là, sur une population d'hommes qui n'avaient pas de prédisposition particulière au cancer de la prostate, mais pour lesquels on a étudié l'expression de gènes dans un tissu donc, issu de prostate, et à deux moments particuliers. Donc tel qu'ils venaient avant l'étude, et puis après on leur a demandé de se soumettre à un régime nutritionnel strict, et puis surtout de changer leur mode de vie, c'est-à-dire de faire beaucoup plus d'exercices, etc., etc. Et donc, ce que l'on voit, c'est que avant, donc tout ce qui est dans le carré, le rectangle orange, ce sont des, donc si vous avez alors il faudra regarder, vous avez des sortes de petits traits, d'accord? Des multitudes de petits traits. Chaque petit trait, c'est un gène, c'est l'expression d'un gène en particulier. Et donc vous avez des lignes qui descendraient jusqu'en bas, qui représenteraient des centaines de gènes, l'expression de centaines de gènes pour un patient en particulier. Et là, il doit y avoir quelque chose comme, je ne sais plus, 48 ou 50 patients. Donc avant qu'on leur demande de se soumettre au régime strict et à une modification de leur style de vie, et puis après. Et on s'aperçoit ici que donc vert et rouge, ça va nous dire soit si les gènes sont très exprimés ou peu exprimés. D'accord? Et on voit que et pour chaque ligne, ce sera toujours le même gène, avant et après pour tout le monde, d'accord? NR2F1 par exemple, ou IGF1R. Et on s'aperçoit que finalement, l'expression de ces gènes, vous voyez une coloration qui passe de rouge pour certains de ces gènes à vert. Et sur le haut, il y a certains gènes qui passent de vert à rouge. Donc on voit un changement complet de l'expression des gènes, donc de la quantité qui est produite par les gènes, avec comme simple effet, comme simple contrôle, simplement le style de vie, et puis le régime auquel ils sont soumis. Donc la façon de vivre, de se nourrir, peut agir sur l'expression de nos gènes. Alors je vous passe les détails au niveau moléculaire, tout ce que ça pourrait dire, mais c'est clairement quelque chose d'important. Parce que si l'on sait qu'un gène peut être responsable, enfin un gène surexprimé pourrait être à la base d'une certaine maladie, ou si plusieurs, et si l'on voit que par l'alimentation on arrive à entre guillemets, le réprimer quelque peu, eh bien ça peut ouvrir la porte à un simple traitement juste sous la forme de régime. Donc des enjeux quand même colossaux. La dernière fois, je vous avais parlé un petit peu d'épigénome, l'épigénétique. Alors je ne vais pas aller dans les détails, mais l'épigénétique, c'est une modification de l'ADN. Donc notre ADN, vous avez vu, c'est une suite de lettres, eh bien on peut le modifier pour qu'il soit plus ou moins accessible. Et donc on a nos quatre lettres, A, T, G, C, et puis le C peut avoir ce qu'on appelle un groupement méthyle, qui va faire, si le groupement méthyle est là, ça va agir un petit peu comme un off, et si le groupement méthyle n'est pas là, ça va faire comme un on. Je vous montre un petit peu de façon plus parlante.
sur la molécule ADN, s'il n'y a pas de méthyle ou très peu de méthyle, ça va nous donner accès à l'ADN plus facilement, donc le gène sera entre guillemets allumé, et s'il y a le méthyle, ça va être beaucoup plus compacté, ce qui va faire que le gène sera éteint. Et on peut jouer avec ça. Alors ce qu'il faut le savoir, c'est que c'est ce qui permet notamment la différenciation cellulaire, qu'à partir d'une cellule au départ, lors de la fécondation, eh bien, différentes cellules viennent après, lors de la division cellulaire, et certaines vont se différencier en cellules musculaires, gastriques, cellules épidermiales, cellules nerveuses, etc., etc. Mais ce qui se passe à un moment donné, c'est que quand il y a, lors de la fécondation, toute cette méthylation de l'ADN, donc ces groupes méthyles qui sont attachés à l'ADN, il y a un formatage de la molécule. On efface tout, la programmation. Pourquoi? Eh bien parce que sinon, on aurait déjà une cellule prédéfinie. Et ça ne pourrait pas donner toutes les cellules, tout le type de cellules nécessaires à un organisme vivant. Donc, tout est effacé. Et donc, vous voyez la méthylation pour la partie génétique qui vient du père, la partie génétique qui vient de la mère, donc il n'y a plus rien. Et après, la méthylation de l'ADN se refait. Ce qu'on ne sait pas encore expliquer dans tous les détails, c'est quelle est la mémoire. Il faut qu'il y ait une mémoire de méthylation quelque part, pour reméthyler les bonnes bases par rapport à d'autres. Et pour faire que, finalement, eh bien oui, ça tourne et que ça se différencie dans les bonnes cellules, que ce soit musculaires, nerveuses ou autres. Donc des choses assez particulières. Un modèle bien connu de ce qu'on peut faire avec la méthylation de l'ADN, c'est par exemple des souris gestantes. Si vous avez, par exemple, donc vous croisez des souris qui génétiquement sont identiques, hein, des souris identiques, vous prenez un mâle, une femelle. Alors, identique, c'est les deux femelles qui sont identiques, les deux mâles, eux, sont identiques entre eux, au niveau génétique, mais ces deux femelles identiques, donc normalement vous faites le même croisement, mais pour, après donc la fécondation, vous complétez l'alimentation d'une série de souris gestantes avec de l'acide folique, choline, vitamine B12 et bétaïne, ce qui va favoriser la méthylation de l'ADN. Et une autre partie des souris gestantes, vous ne donnez pas de complément. Qu'est-ce qu'il va se passer une fois la naissance? Eh bien, la mère sans complément va mettre au jour, va faire naître des petits qui auront tendance à être beaucoup plus sur le jaune, alors que la mère avec complément, ce sera des couleurs beaucoup plus brunes. Pourquoi? Parce qu'il y a le gène agouti qui aura été réprimé ici, alors que dans l'autre, il y aura eu expression. Et donc, tout cela vient de la méthylation de l'ADN. Donc on est aussi en train d'étudier aujourd'hui, et certains étudient, la méthylation de l'ADN, l'effet de l'alimentation sur la méthylation de l'ADN. Et là on parle simplement de notre génome. Après on pourrait aller à une partie encore supérieure, qui est mais qu'en est-il de toutes les bactéries qui sont en nous, sur nous, qui ont aussi leur génome et qui interagissent aussi avec notre génome et ce que nous sommes. En fait on a parlé d'harmonie du génome, mais on devrait parler plutôt d'harmonie des génomes. Parce que quand on regarde en 4 dimensions, on s'aperçoit que, je vous ai dit, et c'était faux, et j'en suis désolé, je vous ai dit que toutes les cellules de votre corps, ou presque toutes, avaient le même génome. En fait, oui, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des différences. Et puis, on a vu, il y a des travaux qui montrent que, par exemple, il y a des cellules du foie qui, selon l'état nutritionnel ou xénobiotique, des lésions xénobiotiques, eh bien, peuvent avoir plus ou moins de chromosomes. Comme si, par exemple, en cas de problème nutritionnel, il fallait, et ce n'est pas simplement des chromosomes au hasard, c'est des chromosomes qui codent pour certaines protéines qui sont très pertinentes
pour résoudre des problèmes. Et donc, c'est représenté par le bleu, c'est des chromosomes. Donc la division cellulaire ne se fait pas exactement comme elle devrait se faire, où la moitié des chromosomes va migrer d'un côté et l'autre moitié va migrer de l'autre, mais il va y avoir des restants de chromosomes d'un côté, ce qui va faire justement qu'il y a un plus grand nombre de chromosomes. Et ça, on n'a pas encore tous les détails de cette subtilité-là, mais comme si, en cas de problème, eh bien on arrive enfin notre cellule, les cellules du foie, répondent et réagissent. Alors, je vous ai parlé du projet ENCODE tout à l'heure. Ah oui, on continue aussi, les scientifiques aujourd'hui continuent, parce qu'on a l'impression de ne rien comprendre, ou pas grand-chose. Même si on a beaucoup appris ces dernières années, il y a encore beaucoup plus à comprendre. Il y a notamment, quand on regarde entre 2009 et 2019, les outils, les petits outils d'investigation pour justement aller lire certaines choses sur le génome, on en avait à peine quelques centaines en 2009, et on voit que maintenant, aujourd'hui, on en a plusieurs milliers. Donc pour aller étudier ces phénomènes d'interaction, de modification au niveau de l'ADN, ça bouge. Et donc ça nous permet une meilleure connaissance. Et notamment quand on regarde la connaissance d'une partie d'une molécule d'ADN en 2012, eh bien en 2019, je ne vais pas vous donner tous les détails de ce graphique, mais on apprend à connaître beaucoup mieux quelles sont les zones qui vont interagir avec d'autres régions qui sont complètement à l'autre bout du génome. Et donc c'est un des enjeux de ces prochaines années, de bien comprendre ces questions-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi justement un projet qui a été lancé il y a quelques années, en 2017 je crois, le projet 4D, qui justement reprend ces 4 dimensions. Et 4D, c'est notamment la notion de temps, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le temps. Alors, ça a été dur, hein, ce jonglage moléculaire, oui, et puis au niveau du temps, on arrive au bout. Ce qu'on a vu, on a vu les 4 dimensions de notre génome. On a vu finalement que le génome est complexe, dynamique, un véritable système d'exploitation et qui fonctionne en 4 dimensions. Mais on a fait en fait qu'effleurer le sujet. Et donc ce que je peux vous dire simplement, c'est que oui, le génome est à la base d'une chorégraphie chromosomique sophistiquée, qui implique des milliers de différents acteurs. Parce qu'il y a des séquences d'ADN, d'ARN, de protéines, etc. et que c'est pas fini. On n'a pas fini de découvrir. On est juste au début vraiment des découvertes. Alors, je reprends là les paroles de Arno Penzias, qui en 1978, alors lui il faisait de la physique, ses connaissances de génétique étaient certainement limitées, mais qui disait « Mais en l'absence d'un accident absurde, improbable, les observations de la science moderne semblent suggérer à la base un plan surnaturel. » Et oui, je pense clairement que quand on voit cette harmonie, quand on voit, c'est tout à fait bluffant dans l'infiniment petit, quand on se met à plonger dans l'infiniment petit, on est bluffé. Pierre Rabichon disait aussi, à l'évidence, il faut beaucoup d'intelligence, de puissance pour pouvoir non seulement concevoir, mais réaliser aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand du cosmos. Et Victor Hugo de nous dire, c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Alors j'aimerais reprendre ce verset dans Job 12 qui nous dit « Mais faites de la science, faisons de la science. Il n'y a rien contre la science. Simplement faisons-la de la bonne façon et nous allons reconnaître qu'il y a un créateur. Et que nous pouvons justement lui dire merci. C'est ce que David faisait dans ce psaume 139. Je te loue, au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Merci de votre attention. Merci pour votre attention et merci pour votre rapport. Nous sommes une fois de plus confondus par tout ce que nous venons d'entendre, de recevoir. Et cette fin, comme quoi ça renvoie manifestement à un créateur et non pas à au hasard, à l'évolution, à je ne sais quelle mère nature. C'est la chose la plus évidente pour tout esprit normal. Et
tout le reste est aveugle. Les grandes forces qui conduisent le monde aujourd'hui sont impénétrables, ça, cette évidence. Quel drame, n'est-ce pas? Et quelles conséquences cela aura? Je ne sais pas s'il y a encore le temps d'une intervention. Il y en a plusieurs. Alors, monsieur, ensuite vous, oui. Ça marche? Ça fonctionne? Non. On n'a pas besoin. On peut sur Internet faire un séquençage de son génome, je ne connais pas les termes exacts du mot, et de savoir d'où on vient. Beaucoup d'orphelins, de personnes adoptées par exemple, veulent connaître leurs origines, et puis on peut savoir des choses assez précises. Je suis 100% juif, ou je suis 50% juif, ou je viens de Scandinavie, ou je ne sais trop quoi. Et je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez est-ce que c'est crédible aussi? Alors, c'est ce qu'on appelle les tests généalogiques, en gros. Donc vous avez des boîtes comme 23andMe, Genealogy, etc., Ancestry. Donc c'est interdit en France, hein, d'après la loi. Donc si vous le faites, c'est sous votre propre responsabilité, mais je ne sais plus combien, plusieurs dizaines de milliers de Français l'ont fait, ou simplement rien ne vous empêche de trouver une adresse pour vous faire envoyer un kit. Donc vous prenez Internet, vous faites envoyer un kit, vous allez gratter un petit peu de mucose paroi buccale, et puis vous remettez le coton-tige, donc c'est pas dans le nez, hein, ça c'est pour le test PCR Covid, mais enfin c'est très similaire. Et donc vous renvoyez ensuite votre échantillon. Et donc ce qui va être fait, c'est qu'ils vont lire quelques centaines de milliers de marqueurs génétiques qui sont informatifs. Donc ils ont différentes formes. Et s'ils ont une bonne base de données, si cette boîte qui vous propose le kit a une bonne base de données, ils vont pouvoir comparer l'ensemble de vos marqueurs génétiques, donc les formes de vos marqueurs génétiques, par rapport à d'autres connus dans leur base de données. Ils peuvent le faire que s'ils ont une base de données sérieuse. Et donc, en mettant en relation ce que vous êtes par rapport à ce qui est connu dans la base de données, ils vont pouvoir dire, ah ben tiens, parce qu'ils l'ont étudié avant, tous les gens de cette région de France ont plutôt des formes, ont ce profil-là au niveau marqueur génétique. Et donc on arrive à retrouver une partie de l'origine. On arrive à dire, par exemple, que vous allez avoir 3% de Néandertal. Non, ça c'est pour la petite histoire. Non, déjà, alors au niveau parenté, oui, si les parents sont connus, on va pouvoir les retrouver. Ça permet même de résoudre des enquêtes criminelles qui étaient non résolues jusqu'à présent. Maintenant, là où il faut être quand même prudent, c'est que la fiabilité du résultat va dépendre de la qualité de la base de données. Donc si la base de données n'est pas très bonne, ça ne va pas donner un bon résultat. Et puis là où ce sera beaucoup plus difficile, c'est quand on va commencer à faire des conclusions au niveau de la santé. Vous avez, parce que ça existe aussi avec ces mêmes tests, vous avez tant de chances, par exemple 5% de plus que la moyenne, de contracter un cancer du côlon, etc. Ou Alzheimer, ou que sais-je encore. Donc, il y a des tests, ça peut fonctionner pour certaines choses, il faut quand même être vigilant, et puis surtout il faut se dire, mais est-ce que du point de vue éthique, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est à faire? Il faut aussi avoir cette réflexion-là. Alors ça peut aider sous une forme de médecine préventive, dans certains cas. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser, et puis où sont les limites d'un tel système. Mais c'est comme le séquençage de l'ADN. Parce que ça n'utilise que, au lieu de séquencer tout votre ADN, on va lire 600 000 points de vos 3 milliards de bases. On va lire 600 000 bases sur votre génome. Mais des bases qui sont connues et qui ont été étudiées chez un bon nombre d'autres personnes. Et donc on va faire une comparaison. Et comment est-ce qu'ils font leur base Ça de laisse données? quand même rêveur sur les... Alors la base de données, c'est simplement, on a un échantillonnage de la population, enfin c'est des gens qui sont portés volontaires, ou pas, mais en général qui
donne aussi une idée sur ce qu'ils sont. C'est-à-dire, moi, je suis caucasien, etc., j'étais là, je viens de telle région, etc. Et donc, on arrive à faire des comparaisons comme ça. Ou j'ai telle maladie, je suis prédisposition, enfin, je sais que j'ai, par exemple, Alzheimer, ou des choses comme ça. Oui ? Oui, je voulais vous demander l'importance de l'eau, puisque l'enfant contient 80% d'eau et l'adulte 75%. Et puis je voulais vous demander aussi, bon, quand je vois ma photo à 20 ans, et que je le vois maintenant, je suis peut-être pas trop mal conservé, mais enfin j'ai quand même vieilli. Ah bah ça c'est sûr que le vieillissement... Alors l'eau est essentielle pour la vie. Ça, sans eau, il n'y a pas de vie. Hein. Ça c'est sûr, dans toutes les réactions chimiques, biochimiques, il faut de l'eau. Et bah, on vieillit. Hein. L'organisme vivant ne reste pas indéfiniment. Il y a aussi un phénomène entre guillemets, de mort programmée. Donc là aussi, c'est dans l'homme. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve la même chose au niveau de la Bible. Hein. Dans la Bible, il nous est dit à un moment donné, ben voilà, les jours de l'homme seront de temps. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, on essaye, ou certains essayent de se révolter contre cette pensée-là de finité de la vie. On aimerait pouvoir dépasser ses limites. Donc on va essayer de se congeler pour trouver le palier ou essayer de faire... On arrive aujourd'hui à faire vivre des souris 30% de temps en plus que ce qu'elles auraient dû vivre, en modifiant certains de leurs gènes. Et on se dit, ben voilà, on va pouvoir l'appliquer à l'être humain. Donc on commence à entrer dans du bricolage qui n'est peut-être pas à faire. Il faut peut-être quand même laisser à nos génomes le temps de se reposer un peu. La prochaine conférence a donc lieu à 6h moins le quart, 17h45, c'est bien cela? Oui, avec Yann Gilbert. Merci encore à vous.